La lumière bleutée de l'ordinateur portable était la seule chose qui éclairait la chambre d'hôtel miteuse. Elle peignait mon visage d'une lueur spectrale, se reflétant dans mes yeux grands ouverts et fixes. La pièce sentait la cigarette froide et un désinfectant au pain, un cocktail chimique qui ne parvenait pas à masquer l'odeur sous-jacente du désespoir. Sur l'écran, une image statique, mon propre salon, vu depuis l'objectif discret d'une caméra cachée dans un détecteur de fumée. Il était vide. Silencieux. Une image parfaite de la tranquillité domestique. Mais je savais que c'était le calme avant une tempête que j'avais moi-même invoquée. Je me penchai vers le plastique chaud du clavier, mon souffle embuant une petite partie de l'écran. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes, un rythme frénétique dans le silence étouffant. Je murmurais les mots dans l'air mort, une prière à un Dieu auquel je ne croyais plus. Que le spectacle commence. 72 heures plus tôt, le monde avait une couleur différente. Le soleil du matin, d'un or doux, se déversait à travers la grande baille vitrée que j'avais moi-même dessinée. Il filtrait à travers le parquet poli et illuminait les grains de poussière qui dansaient dans l'air. L'odeur du café fraîchement moulu, riche et noir, emplissait notre cuisine. C'était un matin parfait dans un appartement parfait, au cœur de Lyon. Une vie parfaite. Depuis l'étage, je pouvais entendre le doux bourdonnement de la douche. C'était Chloé. Ma Chloé. Toujours la première levée, un tourbillon d'efficacité tranquille avant que la journée ne commence vraiment. Je me tenais près de l'îlot central de la cuisine, faisant défiler des emails sur mon téléphone, une tartine à moitié mangée posée sur le granit à côté de moi. Notre vie était une série de rythmes confortables et prévisibles. Le réveil à 6h30. Sa douche, puis la mienne. Le café ensemble pendant que nous discutions de nos plans pour la journée. J'étais architecte, et elle était graphiste freelance. Nos carrières nous offraient une vie que nos parents, issus d'un milieu ouvrier, n'auraient pu que rêver. Nous vivions dans le 6e arrondissement, où les façades haussmanniennes sont toujours impeccables et le standing de vie n'est pas qu'une simple métaphore. Nous étions le rêve français, emballé et vendu. L'eau à l'étage s'arrêta. Quelques minutes plus tard, elle descendit l'escalier, ses pieds silencieux sur les marches en chêne. Elle était enveloppée dans un peignoir blanc moelleux, ses cheveux bruns enroulés dans une serviette. Elle sourit en me voyant, un sourire chaleureux et facile qui, autrefois, faisait chavirer mon cœur. Maintenant, il me nouait simplement l'estomac. « Bonjour, mon chéri, » dit-elle, sa voix encore un peu rauque de sommeil. Elle glissa jusqu'à la cafetière et se versa une tasse. « Bonjour, » répondis-je, forçant mon propre sourire. « Grosse journée ? » « Peut-être. » J'attends une réponse de ce nouveau client. Celui de la savonnerie artisanale. Elle s'appuya contre le comptoir en face de moi, buvant une gorgée délicate. « Et toi ? » Visite de chantier ce matin. Les fondations de la nouvelle médiathèque sont coulées. Ensuite, une montagne de paperasse. Je gardais un ton léger, décontracté. C'était un rôle que je répétais depuis des semaines. Nous tombâmes dans notre conversation matinale habituelle. Nous parlâmes de la liste de courses, du chien des voisins qui aboyait trop, d'un film que nous voulions voir ce week-end. Tout était si normal. Si dolorousement, magnifiquement normal. Et tout cela, je le soupçonnais, n'était qu'un mensonge. La première fissure dans la façade parfaite était apparue il y a un mois. Elle était petite, presque imperceptible. Nous étions assis sur le canapé, regardant la télévision. Son téléphone vibra sur la table basse. Je tendis la main pour le prendre, un geste irréfléchi, avec l'intention de le lui passer. Je l'ai. Sa voix était vive, tranchant dans le brouhaha de la série. Elle se jeta en avant, attrapant le téléphone avant même que mes doigts ne puissent effleurer la coque. Elle força un rire, ses joues rougissant légèrement. « Désolé. J'attends juste une validation finale pour un client. C'est urgent. » Je retirai ma main, un nœud froid se formant dans mon ventre. « D'accord, » dis-je en retournant mon attention vers la télévision. Mais je ne regardais plus. Je rejouais la scène dans ma tête. La panique dans ses yeux. La façon dont son corps s'était tendu. C'était la réaction de quelqu'un de pris sur le fait, pas de quelqu'un qui attend un email professionnel. Après cela, j'ai commencé à remarquer des choses. Des petites choses. La façon dont elle inclinait son téléphone loin de moi quand elle envoyait des messages. Les appels tardifs qu'elle prenait dans l'autre pièce, sa voix n'étant qu'un murmure. Elle avait toujours une explication plausible. Un client exigeant dans un autre fuseau horaire. Une amie qui traversait une crise. Et moi, le mari aimant et confiant, je faisais semblant de la croire. Parce que quelle était l'alternative ? L'alternative était que la vie que j'avais si soigneusement construite était un château de cartes.
Et je n'étais pas prêt à le faire s'effondrer. Mais le soupçon était un cancer. Il grandissait, se métastasant dans les moments de silence, au milieu de la nuit quand je restais éveillé à côté d'elle, écoutant le son de sa respiration régulière et me demandant de qui elle rêvait. Un architecte est un planificateur. Une personne qui voit un problème et conçoit une solution. Mon problème était l'incertitude. Ma solution était la vérité, aussi laide soit-elle. Alors j'ai fait un plan. J'ai acheté les caméras en ligne de minuscules appareils sophistiqués qui pouvaient être cachés à la vue de tous. La semaine dernière, alors qu'elle était sortie pour une soirée entre filles, je les ai installées. Une dans le salon, déguisée en détecteur de fumée. Une dans notre chambre, cachée à l'intérieur d'un réveil numérique sur sa table de chevet. L'acte de les placer ressemblait à une trahison en soi. Je violais notre sanctuaire. Mais je me suis dit que le sanctuaire avait déjà été violé. Je cherchais juste des preuves. Maintenant, debout dans notre cuisine ensoleillée, je pris une profonde inspiration. C'était le moment. En fait, commençai-je, posant mon téléphone face contre le comptoir. Il y a eu un imprévu. Chloé me regarda, ses sourcils froncés par une légère curiosité. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? Je dois aller à Marseille, dis-je, ma voix stable, professionnelle. Le cabinet a besoin de moi sur le chantier de la tour La Marseillaise. Des modifications structurelles de dernière minute. Je serai partie pour quelques jours. Probablement jusqu'à dimanche matin. J'observai attentivement son visage, cherchant la moindre lueur d'émotion qui n'était pas censée être là. Pendant une fraction de seconde, une micro-expression, je la vis. Ce n'était pas du soulagement, pas exactement. C'était une opportunité. Une fenêtre qui s'ouvrait. Puis, elle disparut, remplacée par un masque impeccable d'inquiétude conjugale. « Oh non » dit-elle, sa voix empreinte de déception. Elle posa sa tasse et fit le tour de l'îlot pour se tenir devant moi. « Pour 3 jours entiers? C'est si soudain. » « Je sais. Je suis désolée. C'est inévitable. » Elle enroula ses bras autour de ma taille et posa sa tête sur ma poitrine. Je pouvais sentir l'humidité de ses cheveux s'infiltrer à travers ma chemise. « Tu vas me manquer » murmura-t-elle. Je mis mes bras autour d'elle, mes mouvements raides, robotiques. Mon corps entier me semblait être un mensonge. « Toi aussi, tu vas me manquer. » Ce soir-là, j'ai fait une petite valise. J'y ai mis quelques chemises, un pantalon, ma trousse de toilette. Tout cela pour la forme. Chloé voltigeait autour de moi, offrant son aide, demandant si j'avais tout ce dont j'avais besoin. Sa performance était impeccable. Elle était l'épouse aimante, saluant son mari pour un voyage d'affaires inattendu. Elle a même préparé mon dîner préféré, un steak frites. Nous avons mangé ensemble, parlant de tout et de rien, le gouffre entre nous se creusant à chaque mot vide. Je l'ai interrogé sur mon frère, Thomas. « Tu as eu des nouvelles de Thomas récemment ?» demandai-je en faisant tourner le vin rouge dans mon verre. Elle ne manqua pas un battement. « Il m'a envoyé un SMS hier, en fait. Juste un mème drôle qu'il a vu. Tu sais comment il est. » Elle sourit. « Il a demandé comment tu allais. Je lui ai dit que tu travaillais trop, comme d'habitude. » Thomas. Mon petit frère. Le charmeur, celui qui n'avait pas de but précis. Pendant que j'étais à l'école d'architecture à étudier les plans et les murs porteurs, il étudiait les cocktails artisanaux et l'art de la conversation. Il était le favori de la famille, celui qui pouvait illuminer une pièce de son rire facile. Je l'aimais, mais il y avait toujours l'ombre de quelque chose entre nous. L'ombre de ma réussite et de son manque apparent de celle-ci. Il était barman dans un endroit branché de la presqu'île. Il était toujours fauché, se sortant toujours des ennuis avec son charme. Et lui et Chloé s'étaient toujours bien entendus. Un peu trop bien, peut-être. J'avais vu la façon dont il la regardait quand il pensait que je ne regardais pas. J'avais mis ça sur le compte de l'admiration. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. Le lendemain matin, la représentation atteignit son apogée. Je descendis ma valise. Chloé m'attendait à la porte d'entrée, vêtue pour la journée d'un jean et d'un simple pull. Elle était belle. Elle ressemblait à la femme dont j'étais tombé amoureux 10 ans plus tôt. « Tu as ton billet? Ton portefeuille? Ton téléphone ?» demanda-t-elle, cochant une liste mentale. « Tout est là, » dis-je en tapotant mes poches. Elle tendit la main et redressa mon col. Ses doigts étaient chauds contre mon cou. C'était un geste si intime, si familier, que cela faillit me briser. Pendant une seconde, je voulus abandonner la mascarade. Je voulus la saisir par les épaules et exiger la vérité. « Est-ce que tu me trompes, Chloé? Est-ce que tu me trompes avec mon propre frère ?» Mais je ne l'ai pas fait. L'architecte en moi,
le planificateur, a tenu bon. Un plan n'est bon que si son exécution l'est. Fais attention à toi, dit-elle doucement. Je le ferai. Elle se pencha pour m'embrasser. Je sentis ses lèvres se presser contre les miennes. C'était chaud et doux, mais c'était creux. Il n'y avait aucune profondeur, aucun sentiment. C'était le baiser d'une étrangère. Et alors qu'elle se retirait, je le remarquai. La seule chose qui confirma tout. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Son regard se darta sur mon épaule, sur le mur derrière moi, n'importe où sauf sur mon visage. Je t'aime, dit-elle à ma clavicule. Je t'aime aussi, répondis-je au sommet de sa tête. Je pris ma valise, ouvris la porte d'entrée et sortis dans l'air frais de l'automne. Je descendis le chemin de pierre, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Je ne regardais pas en arrière. Je savais que si je regardais en arrière, je pourrais la voir debout dans l'embrasure de la porte, agitant la main, un portrait parfait d'une épouse aimante. Je ne pouvais pas supporter cette image. Pas maintenant. Je montai dans ma voiture, posai la valise sur le siège passager et démarrai le moteur. Je m'éloignai du trottoir, descendant la rue familière bordée d'arbres. Dans mon rétroviseur, je vis notre immeuble. Notre appartement parfait. Un monument à une vie que j'étais sur le point de démolir, brique par brique douloureuse. Je ne conduisis pas jusqu'à l'aéroport. Je pris l'autoroute en direction du sud, loin de la ville, vers la périphérie anonyme où les secrets vont pour mourir. Ou, dans mon cas, où ils étaient sur le point de naître. L'hôtel Formule 1 était exactement ce que je cherchais. Il était accroupi et laid sur le bord d'une route nationale, une relique d'une époque où les voyages en voiture étaient une aventure, pas seulement un moyen d'aller d'un point A à un point B. Son enseigne avait perdu une lettre, un nom cassé qui convenait à un endroit qui ressemblait à la fin du voyage. La peinture s'écaillait, le parking était une mosaïque de fissures et de taches d'huile, et tout l'établissement semblait soupirer d'une sorte de misère anonyme. C'était l'endroit parfait pour disparaître. L'endroit parfait pour regarder une vie s'effondrer. J'ai payé pour 3 nuits en espèces. L'homme derrière la vitre en plexiglas n'a même pas levé les yeux de ses mots croisés. Il a juste fait glisser une clé attachée à un porte-clés en plastique encombrant sur le comptoir. Chambre 117. Mes pas résonnaient dans le couloir vide, un son solitaire contre la moquette usée à motifs qui sentait 1000 voyages oubliés. La chambre était encore plus déprimante que je ne l'avais imaginé. Un lit grumeleux avec un couvre-lit floral douteux. Une seule fenêtre piquée de mouches qui donnait sur un mur de briques. Une télévision boulonnée à une lourde commode. L'air était lourd et immobile. C'était mon centre de commandement. Ma tranchée. La réalité crue et laide de la pièce était un réconfort, d'une manière étrange. Elle était honnête. Contrairement à mon bel appartement, avec ses pièces ensoleillées et ses mensonges polis, cet endroit ne prétendait pas être autre chose que ce qu'il était. C'était un lieu pour les fins. Je ne me suis pas soucié de la valise de vêtements. Je l'ai placée dans le coin, un accessoire inutile d'une pièce qui était déjà terminée. À la place, j'ai soigneusement déballé mes vrais outils sur le petit bureau en stratifie. Mon ordinateur portable. Un disque dur externe. Un enchevêtrement de câbles de chargement. J'ai travaillé avec la précision méthodique d'un architecte dessinant un plan. Multiprise branchée au mur. Ordinateur portable connecté. Disque dur connecté à l'ordinateur. Mes mouvements étaient calmes et délibérés, un contraste frappant avec le chaos frénétique qui bouillonnait dans ma poitrine. Une fois tout installé, je me suis assis sur la chaise de bureau branlante et j'ai pris une profonde inspiration tremblante. C'était le moment. Le point de non-retour. J'ai ouvert l'ordinateur portable, le carillon de démarrage familier semblant étranger et intrusif dans le silence. J'ai lancé le logiciel sécurisé pour les caméras. Quelques clics, un mot de passe, et puis mon appartement a rempli l'écran. Le voilà. Mon salon. Le canapé gris que nous avions passé des semaines à choisir. La peinture abstraite que la mère de Chloé nous avait offerte pour notre mariage. La pile de magazines d'architecture sur la table basse. Tout était exactement comme je l'avais laissé, mais maintenant, cela semblait différent. Ce n'était plus ma maison. C'était un décor. Une scène. Et j'étais un spectateur, regardant à des kilomètres de distance, attendant que les acteurs arrivent. 1 heure passa. Puis une autre. Je regardais le soleil se déplacer, la lumière rampant sur le sol. Je regardais Chloé se déplacer dans le cadre. Elle s'est fait un sandwich. Elle s'est assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle a arrosé les plantes. Chaque action banale était un poignard. Pensait-elle à moi? Se sentait-elle coupable? Ou passait-elle simplement le temps, en attendant? Le suspense était une chose physique. C'était une oppression dans ma gorge,
un poids froid au creux de mon estomac. Une partie de moi, une petite partie naïve que je pensais avoir tuée, priait pour que j'aie tort. Priant pour que les 3 prochains jours soient une veillée ennuyeuse et solitaire, et que je rentre chez moi dimanche, honteux de mes soupçons, prêt à désinstaller les caméras et à implorer un pardon dont elle ne saurait même pas que j'avais besoin. Mais l'architecte en moi, l'homme qui croyait en la structure et les preuves, savait mieux. Je n'étais pas là parce que j'étais paranoïaque. J'étais là parce que j'étais certain. J'attendais juste la preuve. À 14h17, elle est arrivée. Un carillon électronique et grêle a retenti dans les petits haut-parleurs de mon ordinateur portable. La sonnette. Mon cœur a bondi dans ma gorge, martelant contre mes côtes. J'ai rapidement basculé le flux sur la caméra du porche d'entrée. Et il était là. Thomas. Mon frère. Il était vêtu d'un sweat à capuche et d'un jean décontracté, les mains dans les poches. Il ne regardait pas la caméra. Il regardait la porte, un petit sourire facile jouant sur ses lèvres. Il avait l'air à l'aise. Il avait l'air d'être à sa place. Le dernier clou dans le cercueil de mon déni. Ma main tremblait alors que je déplaçais le curseur, cliquant sur le bouton rouge « Enregistrer ». Les chiffres d'une minuterie numérique ont commencé à défiler dans le coin de l'écran. 001, 002, 003. La porte d'entrée s'est ouverte. Chloé a rempli le cadre. Et elle a souri. Ce n'était pas le sourire poli qu'elle offrait aux voisins ou le sourire chaleureux, bien que distrait, qu'elle m'adressait. C'était un sourire entièrement différent. C'était un sourire privé, sans garde. Un sourire de plaisir authentique et pur. C'était un sourire de soulagement, d'intimité, de secret partagé. C'était un sourire qui atteignait ses yeux, les faisant pétiller d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. C'était le sourire d'une femme accueillant son amant, pas son beau-frère. « Salut », dit Thomas, sa voix un grondement sourd. « Salut toi », répondit-elle, sa voix douce et haletante. Elle s'écarta pour le laisser entrer. Je me demandais quand tu arriverais. Il entra. Alors qu'elle fermait la porte, il tendit la main et la posa au creux de ses reins, un geste de possession désinvolte et confiant. Mon souffle se coupa. Le monde bascula sur son axe. Je suis retournée à la caméra du salon, juste au moment où ils entraient dans le champ. Elle jeta ses clés sur la console de l'entrée. Il laissa tomber son sweat sur mon fauteuil. Mon fauteuil. Il se déplaçait dans l'espace que j'avais conçu, l'espace que j'avais payé, avec une familiarité sans effort qui me déchira. « Est-ce qu'il est bien parti ?» demanda Thomas, le dos à la caméra alors qu'il regardait autour de la pièce. « Yep. » En route pour Marseille, dit Chloé. Elle faisait face à la caméra, et pendant un instant, son expression fut indéchiffrable. Puis elle regarda Thomas, et son visage s'adoucit à nouveau. Complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je sentis l'air quitter mes poumons. J'étais assis dans une chambre d'hôtel crasseuse, mon monde s'effondrant en vidéos silencieuses haute définition, et il pensait que j'étais à l'ouest. L'ironie était si épaisse qu'elle en était suffocante. Ils se dirigèrent vers la cuisine, hors de portée de la caméra du salon. Je pouvais entendre les faibles bruits du réfrigérateur qui s'ouvrait, le tintement des verres, leur rire bas et murmuré. Les sons de ma vie, volés et réutilisés pour leur liaison. La rage est un feu. Elle brûle vite et fort, consommant tout sur son passage. Mais ce que je ressentis à ce moment-là était plus froid, plus lourd. C'était la pression lente et broyante des plaques tectoniques qui se déplacent, détruisant tout en surface pour remodeler le monde en quelque chose de nouveau et de terrible. Le mari en moi hurlait. Il voulait fracasser l'ordinateur, monter dans ma voiture et conduire les 10 minutes jusqu'à la maison, défoncer ma propre porte et les affronter, déchaîner la tempête de douleur et de trahison qui montait en moi. Mais l'architecte le retint. L'architecte était un planificateur. Il voyait la structure défectueuse et savait qu'une démolition prématurée serait désordonnée, insatisfaisante. Elle devait être abattue proprement, avec précision, ne laissant qu'une fondation sur laquelle construire quelque chose de nouveau. Ma main, qui avait tremblé, était maintenant parfaitement stable. J'ai déplacé le curseur et créé un nouveau dossier sur le disque dur externe. Je l'ai nommé. Pas avec colère, pas avec émotion, mais avec une clarté froide et dure. Proofs. À l'intérieur de ce dossier, j'ai sauvegardé le premier fichier vidéo. Je l'ai nommé « Vendredi 1417 arrivé ». Je me suis adossé à la chaise, le bois bon marché gémissant sous mon poids. J'ai regardé l'écran, le salon vide qui n'était plus le mien. Le spectacle avait commencé. Et je serais là pour chaque acte. Je regarderai. J'enregistrerai. Et j'attendrai. Mon chagrin était une fournaise, et je l'utiliserais pour forger une arme.
Les heures qui suivirent furent une masterclass de torture psychologique, et j'étais le seul membre du public, critique et victime. Le temps se déforma dans l'air vicié de la chambre 117. Les minutes s'étiraient en éternité angoissante. Les heures se comprimaient en un flou de douleur. Mes seuls compagnons étaient le ronronnement du ventilateur de l'ordinateur portable et le goût amer et brûlé du café que j'avais préparé dans l'antique machine de la chambre. Après leur incursion dans la cuisine, ils retournèrent au salon. Chloé tenait 2 verres de vin blanc. Elle en donna un à Thomas. Ils s'assirent sur le canapé non pas éloigné, comme le feraient des amis, mais proches. Leurs genoux se touchaient. Il drapa son bras nonchalamment sur le dossier du canapé, ses doigts jouant avec une mèche de ses cheveux. C'était un geste d'une intimité si naturelle qu'il me fit serrer les poings sur le bureau. J'avais fait cela 1000 fois. Était-elle seulement consciente de la différence? Ou est-ce que nous deux, les 2 frères, étions simplement devenus interchangeables dans son esprit? Alors, quel est le programme? Demanda Thomas, sa voix basse et conspiratrice. On a tout le week-end. Le programme, c'est de se détendre, dit Chloé, penchant sa tête en arrière contre son bras. Elle ferma les yeux. Ne pensez à rien. Juste être. Je peux faire ça, murmura-t-il, sa voix épaisse d'une signification sans équivoque. Ils parlèrent. Ils parlèrent de gens que je connaissais, de nos amis, faisant des petites blagues dont je n'étais pas partie prenante. Ils parlèrent d'un nouveau restaurant en ville. Ils parlèrent du travail de Thomas, et il se plaignit de son patron. Chloé écoutait avec une expression patiente et engagée que je ne l'avais pas vue m'adresser depuis des mois. Quand je parlais de travail, du stress d'un projet, ses yeux devenaient vitreux. Mais pour Thomas, elle était présente. Elle était investie. Je me sentais comme un fantôme, hantant ma propre vie. Je les regardais habiter les espaces que j'avais construits, utiliser les meubles que j'avais payés, boire le vin que j'avais acheté. Ils n'avaient pas seulement volé ma femme et mon frère, ils avaient volé toute ma réalité et la portaient comme un costume. La rage que je m'attendais à ressentir était toujours là, un bourdonnement à basse fréquence sous la surface. Mais par-dessus, il y avait une tristesse profonde et creuse. Ce n'était pas une aventure frénétique et désespérée. C'était confortable. C'était rodé. C'était une relation. La profondeur de la trahison était bien plus grande que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas une fissure dans les fondations. Les fondations entières étaient un mensonge. J'ai méticuleusement sauvegardé chaque clip. Vendredi 1455 Cuisine Rire. Vendredi 1530 Salon Vin. Je n'étais plus seulement un observateur passif. J'étais le conservateur de ma propre destruction. Chaque fichier sauvegardé était une brique dans le mur que je construisais autour de mon cœur, scellant l'homme que j'étais. Le mari confiant. Le frère aimant. Il mourait dans cette chambre d'hôtel, et un homme plus froid, plus dur, prenait sa place. 1 heure plus tard, Chloé se leva. « Je vais prendre une douche », annonça-t-elle en s'étirant langoureusement, comme un chat. Thomas la regarda, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. « Ne prends pas trop de temps, » dit-il, sa voix baissant d'une octave. Elle se contenta de sourire de ce sourire secret et quitta le champ, se dirigeant vers les escaliers. Mon sang se glaça. Je savais où cela menait. La 2e caméra. Celle dans notre chambre. Ma main hésita sur la souris. C'était un nouveau niveau de violation. Le salon était une chose. C'était un espace public, en quelque sorte. Mais la chambre, c'était notre sanctuaire. L'endroit où nous avions construit notre vie ensemble, partagé nos rêves, nos peurs, nos corps. Les regarder là-dedans me semblait l'acte ultime d'automutilation. Mais l'architecte en moi savait que c'était nécessaire. Pour comprendre toute l'étendue de la défaillance structurelle, il faut inspecter chaque partie du bâtiment, en particulier les points les plus faibles. Je pris une inspiration, la retins, et cliquai sur le flux de la caméra-bas chambre. L'écran vacilla, et notre chambre apparut. Elle était propre et bien rangée, telle que je l'avais laissée. Le grand lit king size avec sa housse de couette grise. Le livre que j'étais à mi-chemin de lire sur ma table de chevet. Et sur sa table de chevet, le réveil numérique noir et élégant qui était actuellement mon espion. Hierregardai. Et j'attendis. Le silence était assourdissant. Je pouvais entendre mon propre cœur, un oiseau frénétique et piégé battant contre mes côtes. Après quelques minutes, la porte de la salle de bain, qui était juste hors champ, s'ouvrit. Chloé entra en vue. Elle était enveloppée dans une serviette, de la même manière que ce matin-là. Elle fredonnait un petit air en se dirigeant vers sa commode. Puis Thomas apparut à l'embrasure de la porte de la chambre. Il ne souriait plus. Il la regardait avec une faim brute qui me rendit malade. Il ferma la porte derrière lui,
le clic doux résonnant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. J'aurais dû détourner le regard. J'aurais dû fermer l'ordinateur portable. J'aurais dû préserver une petite parcelle de ma propre dignité, un souvenir de notre chambre qui ne soit pas souillé par cela. Mais je ne pouvais pas. Je devais savoir. Je devais voir toute l'étendue des décombres. Il s'approcha derrière elle et enroula ses bras autour de sa taille, enfouissant son visage dans son cou. Elle se pencha en arrière contre lui, ses yeux se fermant de plaisir. Je vis son reflet dans le miroir de la commode. Son visage était serein. Satisfied. Hurrow. Je regardais alors qu'il se déplaçait vers le lit. Mon lit. Je regardais la serviette tomber. Je le regardais l'embrasser, non pas comme un beau-frère, ni même comme un amant secret, mais comme un mari. Il était doux, et il était possessif. Et elle lui répondit avec un abandon, une passion, qu'elle ne m'avait pas montrée depuis des années. Je n'ai pas fait un bruit. Je suis restée parfaitement immobile, les yeux rivés sur l'écran, pendant que mon frère faisait l'amour à ma femme dans mon lit, dans ma maison, un vendredi après-midi, alors qu'ils pensaient tous les deux que j'étais à des centaines de kilomètres, jouant le mari responsable et à l'ouest. La douleur était si immense qu'elle devint une étrange sorte d'engourdissement. C'était une expérience extracorporelle. Je n'étais plus Julien, l'homme trahi. J'étais juste une conscience, un appareil d'enregistrement, absorbant des données. Je les voyais, mais je ne me laissais pas ressentir ce que je voyais. Je ne le pouvais pas. Si je l'avais fait, cela m'aurait brisé en 1 million de morceaux. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur les détails. La façon dont la lumière de la fenêtre attrapait les grains de poussière dansant dans l'air. Le motif sur notre housse de couette. L'heure précise affichée sur le réveil dans le coin du flux, 16h21. Quand ce fut terminé, ils gisaient enlacés dans les draps. Mes draps. Ils se chuchotaient des choses, leur voix trop basse pour que le microphone les capte clairement. Mais je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je pouvais le voir sur leur visage. Je pouvais le voir dans la façon dont elle traçait la ligne de sa mâchoire avec son doigt. C'était mon point de rupture. Mais je n'ai pas rompu. Je me suis pliée. Je me suis déformée. Le chagrin, le choc et la douleur commencèrent à se refroidir, à durcir. Ils se cristallisaient en autre chose. Quelque chose de froid, de tranchant et d'incassable. La résolution. J'ai minimisé le flux vidéo. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. J'avais les données dont j'avais besoin. J'ai ouvert le dossier « Preuves ». J'ai fait glisser le nouveau fichier du logiciel d'enregistrement dans le dossier. Je l'ai renommé avec une précision chirurgicale. Vendredi 1621 chambre intimité. Je me suis adossée à la chaise et j'ai enfin expiré le souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 1 heure. Mon corps me faisait mal. Mes yeux me brûlaient. Je me sentais vieux de 100 ans. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre crasseuse, regardant le mur de briques sans relief. Je ne voyais pas les briques. Je voyais une chronologie. Une séquence d'événements. Pas celle qui venait de me détruire, mais une nouvelle. Une que je créerais. Le plan avait été simple, rassembler des preuves. Mais maintenant, il évoluait. Il ne s'agissait plus seulement d'exposer un mensonge. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de contrôle. Il m'avait enlevé tout contrôle, m'avait fait passer pour un idiot dans ma propre vie. Maintenant, j'allais le reprendre. Chaque parcelle. La démolition ne serait pas bruyante et chaotique. Elle serait silencieuse, précise et absolue. Et quand ce serait fini, ce seraient eux qui se retrouveraient dans les décombres. Le reste du vendredi se passa dans un brouillard de surveillance et de fureur silencieuse. Je les ai regardés commander une pizza, la mangeant directement dans la boîte, assis sur le sol de mon salon, riant comme des adolescents. Ils ont regardé un film sur ma télévision de 65 pouces, celle que je m'étais offerte en cadeau de Noël dernier. Chloé s'est endormie sur l'épaule de Thomas à mi-parcours. Il l'a réveillée doucement, et ils sont montés ensemble. Je n'ai pas basculé sur la caméra de la chambre cette fois. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qui se passait. L'image était déjà gravée à l'intérieur de mes paupières. Je me suis forcée à dormir quelques heures sur le lit grumeleux de l'hôtel, un sommeil agité, peuplé d'images déformées de leurs visages souriants. Je me suis réveillée avant l'aube samedi, le corps raide, la tête battante. La première chose que j'ai faite a été de vérifier le flux. L'appartement était sombre et silencieux. Dans la chambre, 2 formes gisaient immobiles dans le lit. Un profond sentiment de dislocation m'envahit. Toute ma vie se déroulait à quelques kilomètres de là, et j'y étais un parfait étranger. J'ai passé la matinée à les regarder vivre une parodie de ma propre routine de week-end. Ils ont fait des crêpes dans ma cuisine. Chloé a utilisé ma poêle en fonte préférée. Thomas
ai-je noté avec une vague de ressentiment amer, ne savait pas comment les faire sauter correctement, et l'une d'elles a fini par terre. Chloé a ri, un vrai rire du ventre, non forcé. Ils ont bu du café sur la terrasse arrière, enveloppés dans des couvertures contre le froid matinal. Ils ressemblaient à n'importe quel couple heureux profitant d'un samedi paresseux. Et d'une certaine manière, ils l'étaient. Ils le faisaient juste dans ma maison, sur mon temps. Mon plan initial était simplement de rassembler des preuves pour un avocat. Pour obtenir un divorce rapide et propre où je ne serais pas pris pour un idiot. Mais en les regardant, en voyant la profondeur de leur confort et la cruauté désinvolte de leur tromperie, ce plan a commencé à me paraître insuffisant. Un divorce discret, c'était comme les laisser s'en tirer. Ils seraient libres d'être ensemble, peut-être après une brève période de remords fins. Ils construiraient une nouvelle vie sur les ruines de la mienne. La pensée était insupportable. Ils ne méritaient pas seulement d'être séparés de moi. Ils méritaient d'être exposés. La démolition avait besoin d'un public. C'est vers midi, le samedi, que le tournant s'est produit. Un moment qui a fait passer ma motivation de la simple vengeance à quelque chose de plus froid, de plus calculé. Ils étaient dans le salon, en train de ranger après le petit déjeuner. Chloé chargeait le lave-vaisselle pendant que Thomas était assis sur le canapé, feuilletant nonchalamment un de mes magazines d'architecture. « Tu sais, » dit Thomas, sa voix se propageant clairement jusqu'au microphone caché. On devrait peut-être juste lui dire. Mes doigts se figèrent sur la souris. Je me penchai plus près de l'ordinateur portable, tendant l'oreille. Chloé arrêta ce qu'elle faisait. Elle sortit de la cuisine et se tint dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle avait l'air agacée. Lui dire quoi, Thomas? Que sa femme couche avec son frère. Super idée. Tu penses qu'il se passe quoi après? Je ne sais pas, dit-il, et pour la première fois, j'entendis une note de malaise dans sa voix. C'est juste que je déteste ça. Se cache. Lui mentir en face. J'ai l'impression que c'est... Que c'est quoi? Lança-t-elle, sa voix sèche. Mal, dit-il doucement. C'est un type bien, Chloé. C'est mon frère. Il ne mérite pas ça. Une lueur d'espoir s'alluma dans ma poitrine. C'était une étincelle pathétique, insensée, mais elle était là. Peut-être qu'il avait une conscience. Peut-être que la culpabilité le rongeait. Mais alors Chloé parla, et ses mots éteignirent cette étincelle pour toujours. Oh, grandis un peu, dit-elle, son ton dégoulinant de condescendance. Elle s'approcha et se tint devant lui, les mains sur les hanches. Tu as la moindre idée de ce que tu racontes. Lui dire. Et ensuite? Julian divorce. Je récupère la moitié, peut-être, si j'ai de la chance. Je perds cet appartement. Je perds ce standing de vie. Et pourquoi? Pour qu'on emménage dans ton thé pourri au-dessus d'un bar bruyant? Pour que tu nous fasses vivre avec un salaire de barman. C'est ça l'avenir que tu veux? Thomas resta silencieux. Il fixait la page glacée du magazine. Elle n'avait pas fini. Sa voix s'adoucit, devenant mielleuse, manipulatrice. Écoute-moi. Julien m'offre une belle vie. Pour nous, indirectement. Il est stable. Il est prévisible. C'est confortable. Ce qu'on a, toi et moi, c'est pour nous. C'est notre échappatoire. C'est notre plaisir. Ne gâche pas une si bonne chose en devenant tout sentimental et coupable. Je sentis mon sang se transformer en glace. Ce n'était pas seulement une question de sexe. Ce n'était pas seulement une liaison passionnée qui avait échappé à tout contrôle. C'était un calcul. Je n'étais plus un mari pour elle. J'étais une ressource. Un pourvoyeur. Une fondation stable, prévisible et à l'ouest sur laquelle elle pouvait construire sa vie confortable tout en s'amusant à côté. La trahison était plus profonde que l'infidélité. C'était une objectivation complète et totale de mon amour, de mon travail, de tout mon être. J'étais un moyen pour une fin. Un compte en banque ambulant qui se trouvait partager son lit. La douleur fut si vive et soudaine qu'elle ressembla à un impact physique. Je haletai, aspirant l'air vicié de la chambre d'hôtel. Cela changeait tout. Ma sortie discrète et digne n'était plus une option. Ce n'était pas seulement un crime passionnel. C'était une conspiration de convenance. Et cela exigeait un autre type de justice. Mon esprit, l'esprit de l'architecte, se mit au travail. Il vit le problème, les données brutes, et commença à concevoir une nouvelle structure. Un nouveau plan. Les preuves n'étaient plus seulement pour le bureau d'un avocat. Elles étaient pour une plus grande scène. Un théâtre plus intime. J'ai sauvegardé le clip. Samedi 1210, Salon Le Motif. C'était la pièce maîtresse de ma collection.
La pierre de Rosette qui traduisait leurs actions d'une simple trahison en quelque chose de bien plus sinistre et cynique. Cette nuit-là, ma résolution se durcit pour devenir une pointe acérée comme un diamant. J'avais besoin d'interagir avec eux. J'avais besoin d'entendre sa voix, ses mensonges, tout en regardant la vérité. J'avais besoin de ressentir toute la force, pure et non diluée, de sa tromperie. J'ai attendu après 22 heures. J'ai vérifié le flux. La voiture de Thomas était partie. Chloé était dans le salon, recroquevillée sur le canapé, regardant la télé. Elle ressemblait à l'épouse parfaite et seule, attendant que son mari rentre à la maison. J'ai pris mon téléphone portable. Mon pouce plana sur sa photo de contact, une photo de nous en vacances en Bretagne, souriant, avec l'océan derrière nous. On aurait dit la photo de deux étrangers. J'ai appuyé sur « Appeler ». Sur l'écran de l'ordinateur portable, je l'ai vu regarder son téléphone. Elle l'a pris. « Salut, mon chéri », répondit-elle, sa voix chaude et douce. C'était une performance digne d'un Oscar. Je pensais justement à toi. Salut, dis-je, gardant ma propre voix neutre, fatiguée. Désolé d'appeler si tard. Je finis juste quelques trucs ici. Oh non, c'est bon. Je regardais juste un film. Tu me manques. Je pouvais voir son visage sur l'écran. Elle souriait, une image de sincérité. Le mensonge était si facile, si complet. Comment ça se passe à Marseille ? Demanda-t-elle. Le projet avance bien ? C'est beaucoup, dis-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Complete. On s'en sort. Je fis une pause, laissant le silence s'installer un instant. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne t'ennuies pas trop toute seule ? Un peu, dit-elle avec un rire doux. C'est trop calme ici sans toi. J'ai un peu travaillé, rangé la maison. J'ai parlé un peu à ma mère. Rien d'excitant. Chaque mot était un mensonge. Un mensonge propre, poli, parfaitement livré. Et je la regardais le dire. La dualité du moment était vertigineuse. L'épouse aimante au téléphone, la manipulatrice infidèle à l'écran. C'était la même personne. Bon, dis-je, je vais te laisser. Je voulais juste entendre ta voix. Je suis si contente que tu aies appelé, roucoula-t-elle. Repose-toi bien, d'accord ? Ne travaille pas trop. Je ne le ferai pas, dis-je. Je t'aime, Chloé. J'ai regardé son visage en le disant. Aucun frémissement de culpabilité. Aucune hésitation. Juste un sourire calme et serein. Je t'aime aussi, Julien, dit-elle, puis elle raccrocha. J'ai baissé le téléphone. La ligne était morte, mais la connexion était toujours là. La connexion entre l'homme dans le motel et la scène à l'écran. L'appel avait fait ce que j'avais besoin qu'il fasse. Il avait sectionné le dernier filet filoché d'émotions que j'avais pour la femme à l'écran. L'amour était parti. La blessure se transformait. Tout ce qui restait, c'était le plan. J'ai minimisé le flux vidéo et ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. Je n'ai pas cherché de thérapeute ou de groupe de soutien. J'ai cherché le meilleur avocat spécialisé en divorce de la région. J'ai passé l'heure suivante à lire des avis, à examiner des cas, à trouver l'avocat le plus impitoyable, le plus efficace, le plus requin que je pouvais trouver. Je l'ai trouvé. Maître Dubois. Son site web était élégant et agressif. Sa devise était « Résolution stratégique pour contentieux familiaux complexes ». J'ai ouvert ma messagerie. J'ai écrit un message court et concis. Objet, demande de consultation, urgent. Maître Dubois, je sollicite vos services pour une procédure de divorce. Je possède des preuves vidéo irréfutables et horodatées de l'infidélité de mon épouse, qui a eu lieu au cours des dernières 48 heures dans notre domicile conjugal. L'autre partie impliquée est mon frère. Je dispose également de preuves de la motivation financière de cette tromperie. Je suis disponible pour vous rencontrer dès que possible. Je joins un premier fichier à titre d'exemple. J'ai joint le fichier, samedi 1210, salon le motif. J'ai relu l'email 2 fois. C'était froid. C'était factuel. C'était le travail d'un architecte, pas d'un mari. J'ai
parents, dis-je, répétant la phrase de mon message. Je me tournai pour lui faire face pour la première fois. Je gardai une expression parfaitement neutre. Je la regardai dans les yeux, cherchant la femme que j'avais épousée. Elle n'était pas là. Tout ce que je voyais, c'était une étrangère portant son visage. « Tu es prête à y aller ?» Le trajet en voiture jusqu'à la maison de mes parents fut les 10 minutes les plus longues de ma vie. Le silence était une chose vivante. Il remplissait l'espace entre nous, pressant de tous côtés. Chloé me jetait des regards, ouvrant la bouche comme pour parler, puis la refermant. Elle essayait de me lire, mais j'avais fait de mon visage un mur blanc. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle pensait probablement qu'il s'agissait d'un problème au travail, d'un souci financier, peut-être même d'une maladie. La vérité était si loin de son imagination qu'elle ne pouvait même pas commencer à la deviner. Nous fûmes les premiers à arriver. Je me garai dans leur allée, juste derrière la vieille Peugeot de mon père. Alors que nous sortions de la voiture, la porte d'entrée s'ouvrit, et ma mère, Martine, se tenait là, s'essuyant les mains sur un tablier. Elle souriait, mais ses yeux étaient inquiets. « Julien. Chloé. Entrez donc. Votre père est en train de faire du café. » Nous entrâmes dans la maison chaleureuse et familière. La maison où j'ai grandi. Elle sentait le café et la cannelle, l'odeur réconfortante de mon enfance. Mon père, Alain, sortit de la cuisine. C'était un homme grand et silencieux, son visage une carte routière d'une vie passée à travailler de ses mains. « Fiston, » dit-il en me frappant sur l'épaule. « Content de te voir à la maison. Mais tu as mis ta mère dans tous ses états avec ce message énigmatique. »« Tout va bien, papa, » mentis-je, les mots semblant étrangers et maladroits. « On attend juste Thomas. » Comme par hasard, la vieille Clio de Thomas se gara dans l'allée. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Le dernier acteur arrivait sur scène. Il entra, affichant son sourire facile et charmant. « Salut tout le monde, » dit-il, ses yeux balayant la pièce. « C'est quoi ce sommet d'urgence ? Ne me dites pas que vous vendez enfin la maison, maman. » Il essayait d'être drôle, de détendre l'atmosphère. Mais ses yeux croisèrent les miens pendant une fraction de seconde, et je vis son sourire vaciller. Il vit quelque chose sur mon visage. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de dur. Chloé alla vers lui, lui faisant une accolade décontractée de belle-sœur. Une petite pièce de théâtre parfaite pour le bénéfice de mes parents. L'hypocrisie était si flagrante, si audacieuse, qu'elle me fit presque rire. « Bon, » dit ma mère, s'affairant. « Tout le monde est là. Maintenant, est-ce que quelqu'un va enfin nous dire ce qui se passe ?» Tous les yeux se tournèrent vers moi. Chloé, Thomas, ma mère, mon père. Ils me regardaient tous, attendant une explication. Le silence dans la pièce était absolu. Je ne dis pas un mot. Je me dirigeai vers la grande télévision dans leur salon. Je dézippai calmement mon sac d'ordinateur. J'en sortis mon ordinateur et un simple câble HDMI. Le plan. Le projet. C'était l'heure de la démolition. L'air du salon s'épaissit de confusion. Mes mouvements étaient lents et délibérés, chacun amplifié par le silence pesant. Je sentais leurs yeux sur moi, suivant chacune de mes actions. Le regard de mon père était celui d'une préoccupation paternelle. Celui de ma mère, d'une curiosité anxieuse. Chloé et Thomas échangèrent un regard rapide et nerveux. Ils commençaient à sentir que ce n'était pas une crise professionnelle. L'atmosphère était mauvaise. L'attention était trop intense, et elle était entièrement centrée sur moi. Je m'agenouillai derrière le meuble de télévision, l'odeur familière de vieux bois et de poussière emplissant mes narines. Mes mains étaient étonnamment stables alors que je branchais le câble HDMI dans le port à l'arrière du téléviseur. L'autre extrémité, je la connectai à mon ordinateur portable. Le petit clic satisfaisant de la connexion établie sonna comme un coup de marteau, un jugement rendu. « Julien, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Chloé était tendue. La douceur étudiée avait disparu, remplacée par un tranchant d'appréhension. Je ne lui répondis pas. Je me levai, posai l'ordinateur portable sur la table basse et utilisai la télécommande pour basculer l'entrée du téléviseur sur HDMI. L'écran vacilla, passant d'un journal local au bleu familier de l'arrière-plan de mon bureau, une image sereine et minimaliste d'un lac de montagne. C'était l'image d'une paix qui n'existait plus dans mon monde. Ma famille était un tableau figé. Thomas se tenait près de la cheminée, les bras croisés, son sourire charmeur complètement effacé. Chloé avait reculé d'un demi-pas vers l'embrasure de la porte, comme si elle préparait inconsciemment une voie de secours. Mes parents étaient assis ensemble sur leur canapé à motifs floraux, leurs visages gravés de masques identiques de perplexité. « Fiston, si tu as quelque chose à dire, dis-le, »
dit mon père, sa voix un grondement sourd et régulier. C'était la voix qu'il utilisait quand j'étais enfant et qu'il savait que je cachais un mauvais bulletin. Douce, mais ferme. Exigeant la vérité. Je le regardais, ainsi que ma mère, et une vague de tristesse profonde m'envahit. Cela allait détruire leur monde autant que cela avait détruit le mien. Ils avaient élevé 2 fils. Ils avaient bâti une famille sur des fondations d'amour et de fierté. J'étais sur le point de prendre une masse pour frapper ces fondations. Les excuses que j'avais répétées dans ma tête me semblaient pathétiques et insignifiantes. Je suis désolée que vous ayez à voir ça. Les mots étaient inadéquats pour la dévastation que j'allais déchaîner. Je retournai mon attention vers l'ordinateur portable. Mon doigt plana sur le trackpad. J'avais passé des heures la nuit précédente, dans le silence écrasant de cette chambre d'hôtel, à préparer cette présentation. J'avais assemblé les clips les plus accablants en un seul fichier vidéo chronologique. C'était une compilation des meilleurs moments de mon enfer personnel. Elle commençait par l'arrivée de Thomas et se terminait par son départ. Entre les deux, un montage choisi de leur intimité, de leur rire, de leurs mensonges. La pièce maîtresse, bien sûr, était la conversation. Celle où Chloé exposait ses raisons froides et calculées de rester avec moi. La vidéo durait 10 minutes. Ce seraient les 10 minutes les plus longues de leur vie. Je regardais Chloé. Son visage était pâle. « Julien, arrête ça. Quoi que tu penses qu'il se passe, ce n'est pas la façon de gérer les choses. Tu te mets dans l'embarras. » Me mettre dans l'embarras. La condescendance, même maintenant, était stupéfiante. Elle croyait toujours être en contrôle. Elle croyait toujours que j'étais l'idiot. Je ne parlais pas. Ma voix n'avait pas sa place ici. La vérité n'avait pas besoin de ma narration. Elle avait sa propre voix. Je déplaçais le curseur sur le fichier que j'avais nommé les-3-plus-long-jour.mp4. Et j'appuyais sur lecture. Pendant une fraction de seconde, il n'y eut que l'écran bleu. Puis, l'image se figea. Mon propre Porsche d'entrée apparut sur l'écran de 50 pouces, grandeur nature et brutalement clair. L'horodatage dans le coin indiquait « Vendredi, 14h17 ». Le carillon électronique de ma sonnette résonna dans le salon de mes parents. Et puis, Thomas apparut à l'écran. Un hoquet collectif traversa la pièce. J'entendis ma mère murmurer « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je regardai le visage de Thomas. Son vrai visage. La couleur sang était retirée. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur l'écran, son esprit s'emballant clairement, essayant de comprendre comment cela était possible. Puis, à l'écran, la porte d'entrée s'ouvrit, et Chloé apparut. Et elle sourit de ce sourire. Ce sourire secret et dévastateur. « Salut toi, dit-elle, sa voix emplissant la pièce. Je me demandais quand tu arriverais. » Chloé émit un petit son étranglé, un mélange de halètement et de sanglots. Elle regarda de l'écran à moi, ses yeux fous de panique et d'incrédulité. Julian comment. Y restai silencio. Je me tenais juste là, les bras le long du corps, une statue de résolution froide. Je n'étais plus un participant. J'étais simplement le projectionniste. La vidéo coupa au salon. On les voyait avec leur vin, son bras autour d'elle, ses doigts dans ses cheveux. Ma mère porta la main à sa bouche. Mon père, qui s'était penché en avant, se pencha lentement en arrière, son visage se durcissant en un masque de pierre. La scène changea. L'angle changea. C'était maintenant ma chambre. Mon lit. Une vague de honte et de fureur irradia de mes parents. Ma mère ne pouvait pas regarder, elle se tourna et enfouit son visage dans l'épaule de mon père. Mon père, cependant, ne détourna pas le regard. Il fixait l'écran, la mâchoire serrée, les jointures blanches là où il agrippait l'accoudoir du canapé. Il se forçait à être témoin de toute l'étendue de la trahison. Thomas fit un pas en avant. « Julien, éteins ça. Éteins ça maintenant. » Sa voix était un murmure paniqué. Je ne le regardais même pas. Puis vint la pièce maîtresse. L'audio était d'une clarté cristalline. La voix de Chloé, vive et condescendante, remplit la pièce silencieuse. « Oh, grandis un peu. Tu as la moindre idée de ce que tu racontes ?» Lui dire. Et ensuite, Julien divorce. Je perds cet appartement. Je perds ce standing de vie, ce qu'on a, toi et moi, c'est pour nous. C'est notre échappatoire. C'est notre plaisir. Ne gâche pas une si bonne chose en devenant tout sentimental et coupable. Ce fut le moment où les dernières parcelles de leur contenance se brisèrent. Chloé laissa échapper un sanglot rauque et guttural et s'affaissa sur le sol, ses mains couvrant son visage. Elle n'était plus la femme provocante et manipulatrice à l'écran,
Elle n'était qu'une créature coupable, exposée et brisée sous la lumière crue et impitoyable de la vérité. Thomas semblait avoir été physiquement frappé. Il recula en chancelant, sa main se levant pour se retenir au manteau de la cheminée. Il fixa l'image de Chloé à l'écran, puis la vraie Chloé sanglotante sur le sol, et enfin, son regard se posa sur moi. Ses yeux étaient remplis d'un cocktail toxique de honte, de peur et d'une compréhension naissante et horrifiée. Il ne voyait pas seulement sa liaison être exposée. Il voyait sa vie entière partir en fumée. Il voyait l'amour et le respect de sa famille se transformer en cendres. La vidéo continua, les montrant en train de nettoyer l'appartement, d'effacer les preuves. Elle montra mon appel téléphonique, diffusant ma voix demandant si elle s'ennuyait, suivie de sa réponse douce et mensongère. Elle se termina par le clip de Thomas embrassant le front de Chloé avant de se faufiler hors de ma maison comme un voleur. Puis l'écran devint noir. Le silence qui s'installa fut plus lourd, plus profond, que tous ceux qui l'avaient précédé. C'était un silence rempli de confiance brisée, d'amour fracassé et de douleur indicible. C'était le silence d'une tombe. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Le seul son était les sanglots rauques et étouffés de Chloé depuis le sol. Après ce qui sembla une éternité, je me dirigeai calmement vers la table basse, débranchai le câble HDMI et fermai mon ordinateur portable. Le spectacle était terminé. Je regardais les décombres. Ma mère, pleurant silencieusement dans l'épaule de mon père. Mon père, son visage un masque de granit de rage et de déception. Thomas, qui ressemblait à une coquille vide de l'homme qu'il était 10 minutes plus tôt. Et Chloé, un tas froissé sur le sol. Je voulais la justice. Je voulais qu'il ressente une fraction de la douleur qu'il m'avait causée. Mais en les regardant maintenant, je ne ressentais aucune satisfaction. Aucun triomphe. Juste une douleur immense et vide. J'avais gagné. Mais qu'avais-je gagné? Le droit d'être seul dans les ruines. Mon père fut le premier à briser le silence suffocant. Il aida ma mère à se redresser, ses mouvements doux, mais ses yeux étaient fixés sur Thomas. Quand il parla enfin, sa voix était dangereusement calme, un grondement sourd bien plus terrifiant que n'importe quel cri. « Sors de chez moi, dit-il. » Il ne regarda pas Chloé. Il ne regarda que son plus jeune fils. Thomas tressaillit comme s'il avait été giflé. Il ouvrit la bouche, les lèvres tremblantes, mais aucun mot ne sortit. Il avait l'air brisé, cherchant un allié, une bouée de sauvetage. Ses yeux se tournèrent vers notre mère, mais elle ne le regarda pas. Elle fixait simplement ses mains, qui tordaient un mouchoir humide sur ses genoux. Son regard se posa sur moi, un regard désespéré, suppliant. Je croisai son regard et ne ressentis rien. Le lien qui nous avait unis pendant 30 ans, le fil invisible de la fraternité, avait été coupé. Il était maintenant un étranger pour moi, un fantôme hantant les bords de ma vie. « Tu m'as entendu » La voix de mon père s'éleva légèrement, acquérant une dureté métallique. J'ai dit « Sors ». Thomas bougea enfin. Son corps semblait s'affaisser, toute la vie et le charme s'échappant de lui, laissant une enveloppe vide derrière. Il se tourna, les épaules voûtées, et se dirigea vers la porte. Il ne regarda pas en arrière. Le clic de la porte d'entrée se refermant derrière lui fut un son de finalité. C'était le son d'une excommunication. Maintenant, le regard froid et impitoyable de mon père se tourna vers la femme sur le sol. Chloé avait cessé de sangloter. Elle était juste agenouillée là, son corps tremblant, ses cheveux cachant son visage. « Toi aussi, dit-il, la voix plate. Pars. » Lentament, Chloé se releva. Elle utilisa une chaise pour se stabiliser, ses mouvements faibles et mal assurés. Elle leva enfin les yeux, son visage un désastre de larmes et de mascara. Ses yeux trouvèrent les miens, et en eux, je vis tout le spectre de sa défaite. Le combat était terminé. La manipulation avait disparu. Tout ce qui restait était la vérité brute et laide de ce qu'elle avait fait. « Julien, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « S'il te plaît. » Je ne sais pas ce qu'elle implorait. Le pardon? Une chance de s'expliquer? Peu importait. Il n'y avait plus rien à dire. La vidéo avait tout dit. Je la regardais, la femme que j'avais autrefois promis d'aimer et de chérir, et je prononçais mes dernières répliques, celles que j'avais répétées. Celles que Maître Dubois m'avait préparées. Celles auxquelles je m'étais accrochée comme à un bouclier. « Mon avocat te contactera demain, » dis-je, ma voix aussi calme et stable que celle d'un chirurgien. « Il organisera la récupération de tes effets personnels. N'essaie pas de me contacter. N'essaie pas de contacter ma famille. » Je fis une pause, laissant le poids des mots s'installer. « C'est fini, Chloé. » Une nouvelle vague de sanglots secoua son corps. Elle se tourna et sortit en trébuchant,
laissant la porte ouverte derrière elle. Nous entendîmes sa voiture démarrer, les pneus crissant sur le gravier de l'allée avant qu'elle ne s'éloigne à toute vitesse, disparaissant de nos vies. Le salon redevint silencieux. Mais cette fois, c'était un silence différent. C'était le silence de l'après. La bataille était terminée, les corps évacués, et maintenant, nous trois qui restions devions contempler les dégâts. Je m'approchai et fermai doucement la porte d'entrée. Je me retournai vers mes parents. Ma mère me regardait, ses yeux remplis d'une douleur si profonde qu'elle reflétait la mienne. « Oh, Julien !» murmura-t-elle, et sa voix se brisa. C'est ce qui m'a finalement brisé. J'avais été l'architecte, le planificateur, le client, le projectionniste. J'avais été tout sauf la victime. Mais en voyant la douleur de ma mère, en sachant que j'avais apporté cette horreur dans sa maison, le barrage que j'avais si soigneusement construit à l'intérieur de moi finit par céder. Mes genoux devinrent faibles, et je m'affaissai sur le pouf en face d'eux. J'enfouis mon visage dans mes mains, et pour la première fois en 3 jours, je m'autorisai à ressentir tout le poids écrasant de la situation. Le chagrin, la trahison, la perte. Un sanglot sec et rauque s'échappa de ma gorge, puis un autre. Les larmes que j'avais refusé de verser me brûlaient les yeux. Je sentis une main sur mon dos. La main de mon père. Rude et calleuse, mais incroyablement douce. « Ce n'est pas ta faute, fiston, » dit-il, la voix lourde d'émotion. « Rien de tout ça n'est de ta faute. » Et nous restâmes là, tous les trois, dans les ruines de notre famille. Il n'y avait pas de réponse facile, pas de platitude simple qui pouvait réparer ce qui avait été brisé. L'avenir était un inconnu vaste et terrifiant. Mon mariage était terminé. Ma relation avec mon frère était anéantie. La famille heureuse et parfaite à laquelle je pensais appartenir était une fiction. Mais alors que j'étais assis là, avec la main de mon père sur mon dos et les larmes silencieuses de ma mère faisant écho aux miennes, je ressentis aussi autre chose. Une graine minuscule et fragile de quelque chose qui n'était pas le désespoir. C'était une libération. Le poids du secret avait disparu. Le poison du soupçon ne coulait plus dans mes veines. Les mensonges avaient été consumés, et ce qui restait, aussi balafré et douloureux soit-il, était réel. La démolition était terminée. Le terrain avait été déblayé. C'était un paysage aride et désolé, jonché des débris de la vie que je connaissais autrefois. Mais pour la première fois depuis très longtemps, c'était une fondation sur laquelle quelque chose de nouveau pouvait être construit. Quelque chose d'honnête. Je ne savais pas combien de temps cela prendrait. Des semaines, des mois, des années. Peut-être que la douleur ne disparaîtrait jamais complètement. Mais alors que je levais enfin la tête et regardais par la fenêtre le ciel pâle et gris, je savais une chose avec certitude. J'avais survécu aux 3 jours les plus longs de ma vie. Et j'étais libre. Le spectacle était terminé. Maintenant, ma vie pouvait commencer.